Voici comment on fait un véritable bivouac. Ici, on a Xavier qui a monté sa tente, mais préalablement, il a pris soin de faire un mur circulaire, de creuser un puits pour avoir de l'eau. Ça, c'est un vrai bivouac. Ça vous en bouche un coin, hein. Dans le petit matin, les vaches broutent avec entrain. C'était la poésie du jour. Et la minute vache. Je suis parti de la halte de l'Arrêt-Cingle pour Eauze à 28 km. Le temps est toujours brumeux comme tous les matins. Normalement, depuis le gîte, on est censé voir les Pyrénées, mais quand le temps est clair, tant pis, je les verrai plus tard. Alors au gîte, j'ai retrouvé avec plaisir Juan, Xavier et Daniel, le trio infernal que je croise et que je recroise depuis quelques jours. Et évidemment, on a passé une bonne soirée et on a bien rigolé. Alors au début de cette étape, on va faire un petit point de situation. Je suis parti d'ici le 23 mars et je suis arrivé ici. Et pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port, il me reste cette partie-là. Et ensuite, il me restera tout ça jusqu'au Cap Finistère. Et j'ai pas vu le temps passer. Mais il me reste encore quelques kilomètres. C'est cool. Voilà, c'était le point de situation de cette étape. Bon, il faut peut-être que je reparte parce que il me reste encore 27 km à faire. T'es beau, toi. Il n'y en a qu'un seul qui a daigné quitter son petit déjeuner pour venir me dire bonjour. Les autres sont d'une incorrection insupportable. Voilà, c'était la minute cheval de cette étape. Pour une fois que c'est pas une minute culture, incroyable. Il y en a qui ont coulé un cairn en béton. Si, je vous assure. Un cairn en béton. Ça alors. Pour l'instant, il y a beaucoup de routes. Du coup, je vais en profiter pour donner des nouvelles de mon pied droit. Donc, la douleur a quasiment disparu, pas totalement. De temps en temps, je sens qu'elle ne demande qu'à se réveiller. Et c'est une douleur qui est située à un emplacement que j'ai identifié comme étant celui de l'os naviculaire. Donc un petit os surnuméraire chez certaines personnes qui est situé sur le côté intérieur du pied. Naviculaire, ça s'écrit comme auriculaire, mais on met navi à la place d'ori. C'est simple finalement la médecine.
On prend un préfixe de 2 syllabes et on ajoute culaire à la fin. Ori, Navi, Tanta. Voilà, c'était la minute anatomie de cette étape. Tanta, Tanta. Qu'est-ce que ça peut bien être que cet os tentaculaire? Alors je me demandais depuis un moment ce qu'étaient ces beaux arbres avec ces fleurs violettes. C'est un guénier silicastre, plus connu sous le nom d'arbre de Judée. Et si je le sais, ouais, maintenant vous le savez, c'est parce que je suis une bête en botanique. Ou alors parce que la dame qui nous a hébergés hier me l'a dit. On peut manger ces fleurs et en faire des beignets. Voilà, c'était la minute botanique de cette étape. Et celui-là est joli. Tabarnak! Bah! Non! J'aurais 2 mots à dire à la Fédération française de randonnée pédestre sur leur balisage. Montréal, il va falloir que je fasse demi-tour. Ah ouais, pourtant, c'est bien un peu le style canadien là-bas. C'est quand même un peu chaud pour un mois d'avril au Québec, non? Bon, faut que je trouve une épicerie ouverte. Et normalement, il devrait y en avoir une ouverte. Parce que demain, c'est férié. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Ouais, ça doit être dimanche. Et que je suis à 2 gîtes municipaux ce soir et demain. Et donc, il va falloir que j'achète à manger. Le coffre à malice gendarmerie. L'expression se faire coffrer. Je sais, elle est facile. Voilà, c'était la blague nulle du jour. Ça, c'est pas du style québécois. Fin de cette pause café-course à Montréal. Il me reste encore 18 km à faire. Mais il est 11h, donc ça va. Il n'est pas trop tard. Et il fait pas chaud. Les courses ont notablement alourdi le sac à dos quand même. Alors je vais donc profiter de ces longues portions de route goudronnée pour vous parler de la guerre de 100 ans. De préférence, avant d'avoir fini de traverser tout le sud-ouest, ces provinces qui furent l'un des casus belli de cette guerre, qui dura en réalité 116 ans, 4 mois et 15 jours. Comme quoi, malgré toute leur qualité, les historiens ne savent pas compter. Donc cette guerre de 100 ans opposa la couronne de France à la couronne d'Angleterre. Et plus précisément, la maison des Valois pour la France à la maison des Plantagenets pour l'Angleterre. Plantagenets dont je parlerai un peu plus tard, notamment vis-à-vis de l'origine de leur nom. Mais avant de vous parler de l'origine du nom des Plantagenets, il nous faut connaître une définition. Et cette définition, c'est celle d'activité synégétique. Mais quoi est-ce donc qu'une activité synégétique? N'ayant pu directement observer les activités synégétiques au XIIe siècle, siècle auquel commence la saga des Plantagenets, mes études anthropologiques m'ont amené à observer les activités synégétiques de nos contemporains. Nous
Nous allons donc décomposer la journée type de l'un de nos contemporains qui pratique une activité cinégétique. Attention, c'est parti. Donc notre pratiquant d'activité cinégétique se lève tôt, 6h30 levé. Il prend un solide petit déjeuner composé de café, de pain, de beurre, de confiture, accompagné de calva, d'armagnac, d'eau de vie de prune ou de toute autre boisson susceptible de relever un peu le goût de cette boisson fade qu'est le café au petit déjeuner. À 8h30, après 5 cafés, accompagnés de pousse-café, notre pratiquant d'activité cinégétique charge sa voiture avec ses chiens. C'est pas les chiens qui chargent la voiture. Ils chargent les chiens dans la voiture. Le véhicule est généralement un Kangoo, un Partner ou un Dacia Duster. Il passe prendre un de ses potes, qui lui offre bien évidemment un café, accompagné d'un pouce-café. Et à 9h30, ils reprennent la voiture pour aller rejoindre la fière troupe de pratiquants d'activité cinégétique qui les attend 5 km plus loin. À 10h, tout le monde est réuni et sur le pied de guerre. Il est donc temps de faire une petite pause parce que 5 km en voiture, ça fatigue et ça creuse. Une petite collation est donc rapidement organisée, consistant principalement en pâté, saucisson, pain et vin rouge de terroir. Cette collation est mise à profit pour déterminer la stratégie de l'activité cinégétique. Et il est décidé d'opérer un encerclement de l'ennemi grâce à des troupes auxiliaires à 4 pattes canidés, plus communément appelés chiens. Nos pratiquants d'activité cinégétique attendront, quant à eux, à un endroit soigneusement choisi que l'ennemi, rabattu par les troupes auxiliaires canidés, arrive. Ils installent donc des sièges pliants, sans avoir oublié de revêtir de belles vestes orange fluo et pour les plus audacieux, des vestes camouflées marron et orange, qui sont beaucoup moins visibles dans les bois. Bien entendu, il n'est pas question que malgré ces vestes oranges, quiconque aille se promener dans les bois, on ne sait jamais, on pourrait toujours nous confondre avec un sanglier. L'activité cinégétique, c'est une école de patience. Donc l'attente peut durer très longtemps. Surtout si on a oublié d'ouvrir les cages qui renferment les faisans. Cette longue attente, couplée à la température qui monte dans la mesure où il est presque midi et que le soleil darde des rayons de plus en plus ardents, met à rude épreuve les organismes. Par conséquent, pour tromper l'ennui et aussi pour s'hydrater, nos pratiquants d'activité cinégétique ouvrent quelques flacons d'une boisson susceptible de satisfaire leur organisme surmené, du pinard. L'issue de cette intense journée d'activité cinégétique dépend de nombreux facteurs, dont l'épuisement de ces boissons hydratantes en bouteille de 75 centilitres n'est pas le moindre. Alors là, il y a une côte. Je vous ferai le résumé tout à l'heure. Voilà, après cette côte, je résume donc la nature de l'activité cinégétique. Café, pain, beurre, plus calva. Café, plus calva. Pâté, saucisson, pain.
plus vin rouge. Chien plus chaise pliante plus veste orange. Plus vin rouge égale activité synégétique. Autrement dit, chasse. J'oublie un détail important, c'est que nos pratiquants d'activités synégétiques sont armés d'armes à feu, alors que le gibier, lui, n'est pas armé. Il ne faudrait pas que le gibier puisse se défendre, non? On n'est pas chez les sauvages. Voilà, c'était la minute définition de ce qu'est l'activité synégétique. Maintenant que vous savez tout ça, je vais pouvoir vous parler de l'origine du nom des Plantagenets. Plantagenets qui, je le rappelle, représentaient la couronne anglaise pendant la guerre de 100 ans. Bon, alors là, je suis sur une voie verte qui est une ancienne voie de chemin de fer. Donc c'est relativement plat, ce qui va me permettre de dire des bêtises sans m'essouffler, ou presque. Les Plantagenets. Avant toute chose, il faut préciser que les rois d'Angleterre ne sont pas d'origine anglaise. Non, 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 non. C'est un peu plus compliqué que ça. Ce ne sont pas des rois élevés au mouton à la menthe, au thé de 5 heures et dans le culte de Manchester United. Ils sont issus, en tout cas pour les Plantagenets, des comtes d'Anjou et du Maine. Donc de France. Ouais. Incroyable. Je vous laisse méditer là-dessus, le temps de monter la côte. C'est dur l'histoire. Ah, c'est plat. Donc les Plantagenets, disais-je, futurs rois d'Angleterre, sont issus des maisons du Maine et d'Anjou. Geoffroy V, le premier qui portera le surnom de Plantagenet, étant le fils de Foulques V, comte d'Anjou, et d'Érambourge, héritière du Maine. Foulques et Érambourge. Comment on peut appeler un garçon Foulques et une fille Érambourge? Oh, ça a dû être dur pour eux à l'école, hein. Pauvre gosse. Donc on peut dire que Geoffroy V, fils de Foulques et d'Érambourge, a été d'origine angevine. Or, qu'est-ce qu'il y a dans l'Anjou? Il y a du vin d'Anjou. Ouais, dans l'Anjou, il y a du pinard. Si l'on ajoute à cela que Geoffroy V était un pratiquant assidu des activités synégétiques, si l'on prend en compte le fait que les genêts se situent rarement au milieu de champs cultivés, mais plus dans les bois où à l'époque on pratiquait assidûment les activités synégétiques, dès lors que ces trois éléments, vin d'Anjou, chasse, genêts qui poussent dans les terrains de chasse, étaient réunis, le drame pouvait se dérouler. La suite, après la côte, qui a l'air raide. Ah ouais, mais si vous mettez des côtes, moi je perds le fil après, hein. Ah, je vais pouvoir reprendre. Bon, c'est du goudron, c'est dommage. Donc, disais-je, un matin, Geoffroy V appelle ses copains pour aller à la chasse. Ils prennent leur petit déjeuner, chargent leur charrette, avec des chiens et quelques boissons hydratantes, et partent dans les bois aux alentours. Je ne détaillerai pas ici l'emploi du temps de cette joyeuse troupe de chasseurs. Pour ça, je vous renvoie à la définition des activités synégétiques. Que les voitures pourraient arrêter de passer
pendant que je raconte l'histoire de France. C'est sérieux quand même. Nous sommes à un moment crucial de la journée, celui où les chiens rabattent le gibier vers nos chasseurs, qui ont tous mis une tunique orange. Car je rappelle qu'à cette époque-là, les vestes vendues par Decathlon n'existent pas encore, parce que Decathlon n'existe pas. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous livrer les deux théories les plus communément admises par la communauté des historiens sur l'origine du nom Plantagenet. Première théorie, il aimait la chasse, donc il aimait étendre ses terrains de chasse et il plantait ses déjeuners. Deuxième théorie, il aimait planter une branche de genêt dans son chapeau. Permettez-moi de vous dire que ces deux théories sont aussi farfelues l'une que l'autre. Je vais maintenant vous livrer la véritable théorie de l'origine du nom des Plantagenets. Après une pause quéconglée sur la souche que j'aperçois là-bas. Elle est un peu basse, mais ça fera l'affaire. La situation tactique est donc la suivante. Dans les bois, les auxiliaires canins. Sur les fauteuils pliants, notre joyeuse troupe de chasseurs. Et si tout va bien, entre les deux, le gibier. Il n'y a donc plus qu'à attendre. Charles-Édouard, le copain d'enfance de Geoffroy V, Charles-Édouard, qui je le rappelle, est habillé avec une belle tunique orange, a été pris d'une envie pressante. Mais il s'est trompé d'endroit. Au lieu d'aller derrière la troupe qui attend le gibier, il est allé du côté des chiens. Geoffroy V, soudain, voit une tache orange surgir des bois, une fois que Charles-Édouard eut fini de faire ce qu'il avait à faire. Et Geoffroy V, donc, prend peur. Il prend cette tache orange pour un sanglier. Les copains de Geoffroy V rigolent. Eux, ils avaient bien vu que c'était pas un sanglier, mais que c'était un chevreuil. Geoffroy V se lève donc brusquement, mais son sens de l'équilibre ayant été quelque peu perturbé par une consommation irraisonnée de vin d'Anjou. Je rappelle d'ailleurs qu'à cette époque, les bouteilles de 75 centilitres n'existent pas, mais qu'on amène directement des barriques. Geoffroy V, donc, se lève et tombe dans les genêts. Or, notre belle langue a évolué. À l'époque, on ne disait pas « il tomba dans les genêts » ou alors « il chut dans les genêts ». On disait « il se planta dans les genêts ». D'où le nom Plantagenet. Ouais, cette théorie en vaut bien une autre. Moi, ça me paraît solide. Voilà, c'était la véritable histoire de l'origine du nom Plantagenet. Ou pas. Bon, il me reste 10 km à faire à peu près. Si j'ai le temps, je vais vous faire les Valois. Ça devrait être moins long. Mais pas sûr aujourd'hui. Ah, je suis à 200 km environ des Pyrénées et à 1000 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Plus ou moins quelques dizaines de kilomètres. La petite église de Notre-Dame des Vignerons, tout en simplicité parce que l'important, il est là. Ça en fait quand même du vin de messe pour une si petite église.
Alors, j'entre dans le Bazar Maniaque. Le Bazar Maniaque, terroir viticole, normal, on est en Armagnac, mais aussi riche région d'élevage de volailles et de production de gras. Oui, de gras. C'était marqué sur le panneau. Et comme dirait Caradoc dans Camelot, le gras, c'est la vie. Voilà, c'était la minute richesse de nos terroirs de cette étape. Un poulet bien gras et de l'Armagnac. Mon Dieu, que cette partie de chemin est longue et pénible. Les grandes lignes droites comme ça, on n'en voit jamais le bout. Alors, cette partie du chemin qui est large et quasiment toute droite, depuis plusieurs kilomètres, et enfermée entre ces deux haies, est interminable. Et en faux plat montant. Bon, ça fait partie du chemin. C'est bien ce que je pensais. Je devais être sur une ancienne voie ferrée. Et ça doit être la maison du garde-barrière. Et je peux vous dire que depuis quelques kilomètres, c'est pénible. C'est monotone. Il n'y a pas de perspective qui ouvre à gauche ou à droite. Mais bon, a priori, plus qu'un kilomètre. Enfin, selon le panneau. Donc entre 1 et 8 km. Non, ça va être 1 kilomètre. Bon, j'arrive à Eauze. Et mon gîte est en face de l'office du tourisme. Enfin arrivé au gîte d'étape communale, dont j'ai eu du mal à trouver l'entrée. Et heureusement qu'une dame m'a aidé, parce qu'elle est bien cachée. Alors, ce soir, je vais manger là. Et je suis dans la chambre 3. Pas fâché d'être arrivé au bout de cette étape qui devait faire 28 km, mais qui en fait 30. Voilà, maintenant je vais reposer un peu les pieds et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Révisez bien votre histoire de la guerre de 100 ans.